Alors, nous allons ici, mesdames, messieurs, observer dans une légère petite pause, n'est-ce pas? Et au retour, nous aurons avec nous Maître Sylvain Paquette, qui est président et expert en criminalité financière à l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Maître Sylvain Paquette est déjà là avec nous au téléphone. Il est président et expert en criminalité financière à l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Bon après-midi, Maître Paquette. Oui, bonjour. Simplement préciser que je ne suis pas avocat. Il ne faut pas m'appeler maître. Ah, il ne faut pas vous appeler maître, sinon vous risquez de vous faire poursuivre, n'est-ce pas? Et voilà. Bon, alors, dites-moi, comment vous êtes expert en criminalité financière et vous avez, j'imagine, c'est votre académie de formation et de prévention de la fraude. Expliquez-moi comment fonctionne l'académie de formation et de prévention de la fraude. Bien, nous sommes un organisme qui donne de la formation aux ordres professionnels et nous offrons aussi des formations aux consommateurs et aux entreprises sur tout ce qui est en lien avec la fraude financière, la fraude immobilière, la fraude documentaire et la lutte au blanchiment de capitaux. Donc, les gens peuvent venir, autant le grand public que les professionnels, et assister à nos formations qui se donnent en ligne sur notre portail. Ce sont des formations préenregistrées. Plusieurs d'entre elles sont accréditées là, par différents ordres professionnels ou organismes de régulation ou d'autoréglementation, comme l'Autorité des marchés financiers, l'OASIC, le barreau, et ainsi de suite. Ouais, alors c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un coût? Bien oui, on parle, ça peut varier de 89 jusqu'à 2000 dépendamment de la formation que vous suivez. Mm-hmm. Mais ce sont des formations là, qui sont très intéressantes et très enrichissantes sur des domaines, en fait, qu'on n'est pas familier, que monsieur, madame, tout le monde n'est pas familier de côtoyer. Bon, alors maintenant, il y a de nos institutions financières comme la caisse populaire, les caisses Oui. populaires, n'est-ce pas, Desjardins, et la Banque nationale aussi se sont fait arnaquer et dans certains cas, il y a une publication au public, une information qui est donnée. Dans d'autres cas, on a tendance à garder l'information secrète et procéder tout simplement à la séparation ou au renvoi des personnes trouvées coupables. Généralement, ça se passe au sein même de l'organisation. Quelle est la bonne manière? Quel est le bon principe qu'on doit suivre lorsqu'on est une institution financière et que le public nous confie des informations extrêmement pointues, n'est-ce pas, et qu'il y ait un vol au sein même de l'entreprise? Quelle est la bonne pratique à avoir dans les circonstances? Bien, d'une part, il faut préciser que les institutions financières en matière de faux documents qui peuvent se faire passer ne sont pas nécessairement dans les hautes directions, là, au courant de ce qui se passe exactement. Et pourquoi? C'est tout simplement que les fraudeurs qui vont fournir des faux documents partagent quelque chose avec l'institution financière qu'on appelle la gestion de risque. Et l'institution financière, pour elle, la gestion du risque, c'est un risque de non-paiement ou de défaillance. Et pour le fraudeur, la gestion du risque, c'est un risque d'aller en prison. Donc, pour le fraudeur, plus qu'il peut y avoir d'intermédiaires entre lui et l'institution financière, mieux ça va être pour lui. Donc, généralement, le fraudeur va passer à travers un courtier immobilier, ensuite
soit un courtier hypothécaire ou un conseiller hypothécaire. Et si durant la transaction, au moment où il va y avoir approbation et que l'institution financière s'aperçoit que les documents qui ont été fournis sont frauduleux, eh bien, l'institution, elle, ne peut pas déterminer dans la chaîne de la transaction qui est le responsable. Est-ce que c'est le courtier immobilier, c'est le courtier hypothécaire ou c'est le client? Et là, évidemment, tout le monde va se lancer la balle. Donc, à ce moment-là, le dossier qui est jugé frauduleux va être flagué, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'il va y avoir une note et tout l'ensemble des institutions financières va être au courant parce qu'ils sont tous connectés sur une plateforme de prévention de la fraude là, qui s'appelle Fraud IQ ou Citadel. Et là, à ce moment-là, bien, l'institution financière, si elle voit que ça se répète à plusieurs reprises, va tout simplement dire à son courtier ou son directeur de développement hypothécaire, ben écoute, malheureusement, je ne peux plus prendre tes dossiers, je ne peux plus faire affaire avec toi. Donc, les institutions vont rarement poursuivre les courtiers ou les directeurs de développement hypothécaire. Par contre, dans certaines circonstances, c'est arrivé où, par exemple, une institution financière s'en rend compte qu'un de ses courtiers a fait plusieurs transactions frauduleuses, ben à ce moment-là, là, ils vont sévir. Mais généralement, là, lors des premières transactions, malheureusement, ces choses-là ne sont pas c'est pas répertorié. C'est pour ça que les banques ne peuvent pas répondre puis dire que oui, on a eu tant de fraudeurs cette année qui ont fourni des faux documents. C'est des choses qui, d'une part, doivent être prouvées par les tribunaux et les banques ne vont pas se rendre jusque-là. Ils vont tout simplement mettre un petit drapeau là, dans le dossier du client puis espérer que ça ne se reproduise pas. Bon, donc, alors lorsqu'on parle de fraude, il y a un fraudeur, et effectivement, il y a un fraudé ou une fraudée. Et moi, je parle surtout du consommateur qui, lui, a remis ses informations de bonne foi à une institution financière, et c'est par le truchement de l'institution financière que le fraudeur va arriver, va parvenir à ces informations-là, parce que je connais au moins un cas où le fraudé a été victime, mais jusqu'au bout, où le fraudeur a pu acquérir une propriété en son nom. C'est extrêmement grave. Oui, bien là, dans un cas comme ça, on va parler d'usurpation d'identité. C'est-à-dire que le fraudeur a fourni des fausses pièces d'identité d'une personne vivante, réelle, et l'institution financière ne l'a pas détecté. Donc, ça, c'est des possibilités. Là, ça fait partie de ce qu'on appelle des fraudes immobilières ou des fraudes hypothécaires. Malheureusement, c'est un fléau qui va s'en aller en augmentant. En s'agrandissant, oui, en augmentant, puisque le vol d'identité aujourd'hui, c'est vraiment une des formes de crime là, les plus en vogue et qui connaît la plus forte croissance. Et alors, je parlais tout à l'heure au début du comportement à avoir pour l'institution financière, parce qu'on prend dans l'article que j'ai sous les yeux, on prend deux entités très connues dans le domaine des prêts hypothécaires, dans le domaine financier, et c'est Desjardins et la Banque nationale qui vont avoir des comportements différents, même lorsqu'on arrive à déceler un groupe d'employés qui ait pu permettre ou participer à la fraude. On se contente dans une institution de les renvoyer et on n'ébruite pas la chose. Et pourquoi est-ce que c'est le bon comportement à avoir dans les circonstances? C'est pas nécessairement le bon comportement, c'est tout simplement que il y a une chaîne transactionnelle dans laquelle il y a plusieurs acteurs impliqués, comme le client, le courtier immobilier et le directeur de développement hypothécaire ou le courtier hypothécaire. Donc, l'institution va devoir faire la preuve de qui est le responsable qui a fourni les documents ou qui a falsifié ou contrefait les documents. Donc, c'est très difficile pour l'institution financière de prouver ça. Et à ce moment-là, il préfère tout simplement remercier la personne puis dire, bien, c'est beau, c'est fini, je ne travaille plus pour nous. Mais de prouver ça, ça risque d'être difficile. Par contre, un client qui se présenterait en succursale avec des faux documents, à ce moment-là, l'institution peut porter plainte à la police, la personne va se faire arrêter et là, ils vont aller jusque dans les tribunaux. Mais quand il y a plusieurs personnes impliquées, c'est difficile de prouver que la nature de la complicité de chacune des parties.
Mais même là encore, moi j'ai un bon prospect, on va le dire comme ça, n'est-ce pas? Parce que celui qui se présente, exemple, pour acquérir une nouvelle propriété et qui, par l'intermédiaire de son agent courtier immobilier, a un document falsifié, mais bon Dieu, de bon Dieu, il est responsable à quelque part, là. Il est responsable pour être porteur d'un document falsifié. Tout à fait, mais la problématique où elle se situe, c'est que les gens vont se lancer la balle. Donc, le courtier immobilier va dire c'est pas moi, c'est le client. Le client va dire c'est pas moi, c'est le courtier immobilier qui m'a dit de faire ça, ou qui me l'a fourni, ou il va dire que c'est le courtier hypothécaire. Donc, devant un état de fait comme ça prend une enquête policière. Et là, l'institution financière n'ira pas s'émincer là-dedans, puisqu'elle n'a pas subi de perte comme telle. Donc, elle va tout simplement se retirer du dossier puis dire ben je le fais pas, puis elle va laisser un petit drapeau à côté du nom. Par contre, il y a un cas où j'ai été mis au courant là, qui s'appelle l'affaire BMO comme Pachenko, où c'était une dame qui avait fourni des faux documents pour l'obtention d'un prêt hypothécaire, dans lequel elle a fait pousser, disons que la dame avait un talent en jardinage. Donc, elle a fait pousser du cannabis dans sa maison et au bout d'un an, elle a décidé de remettre les clés et quelques mois plus tard, aller voir un syndic de faillite et faire faillite. Et là, la banque s'est opposée à la libération de la faillite de madame en demandant d'exclure le montant de la dette de l'hypothèque de la faillite parce que la dame avait fourni des faux documents lors de l'approbation. Donc, il y a des mesures où les institutions financières vont être capables d'agir. Et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Et je comprends ça. Et ma dernière question, parce que j'ai l'air d'insister, parce que d'une institution à l'autre, c'est pas le même comportement. Est-ce que celui dont le nom apparaît comme fraudé dans un document, parce que bon, c'est une tentative, n'est-ce pas, d'usurpation de titres, et on s'est rendu compte juste au moment où la transaction allait passer. Est-ce que le fraudé n'a pas un droit aussi d'être mis au courant pour éviter, parce que bon, ce qui commence là ne s'arrêtera pas là, ça peut se poursuivre à l'avenir? Bien, les institutions financières vont transmettre aux autorités de l'information. Là, je ne connais pas le dossier auquel vous faites référence, mais si, par exemple, il y a eu falsification de documents ou des pièces d'identité contrefaites lors d'une tentative de voler un titre de propriété, eh bien, c'est à la police à enquêter là-dessus. J'ai vu des cas où la police se sont saisis du dossier et d'autres cas où question d'éléments qui manquaient à l'enquête, là, qui n'ont pas pu procéder tout simplement. Mais les banques, là, ils vont pas, ou même des jardins, ils vont pas faire fi de ça. Ils feront pas d'aveuglement volontaire. Aujourd'hui, je peux vous dire que les institutions prennent ça au sérieux, mais il y a certaines circonstances où malheureusement, ils ne peuvent pas agir. Sylvain Paquette, président et expert en criminalité financière à l'Académie de formation et de prévention de la fraude. Je vous remercie, Monsieur Paquette, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant cet après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.